La guerre sera longue encore, très longue. On parle de trahison des élites aussi, on parle de ça. Là. Ah mais de toute façon, les élites françaises, et une partie des Français, c'est vrai, veulent en finir avec la France. La seule chose, c'est que moi, si vous voulez, après c'est un choix personnel de vie, pour ma part, comme disait Malraux, j'appelle français ceux qui veulent que la France continue. Et c'est pour ça d'ailleurs que ceux qui iront sur le site du Cercle Aristote verront les travaux de mes équipes. Nous, on n'attaque jamais personne. Là, tu peux en témoigner, nous, on n'a jamais attaqué personne. Pour une raison qui est très simple, c'est que dans l'œil de nos ennemis, nous sommes un camp unitaire. Nous, on connaît tous nos bisbis, tous nos trucs, tous nos machins. Je t'aime pas, tu m'aimes pas, etc. Dans l'œil de ceux qui vont en finir avec la France, de toute façon, on est tous dans le même wagon. Et le wagon va dans le mur. Donc, fondamentalement, moi, je ne veux pas me fâcher avec des gens avec lesquels je peux être demain dans une tranchée. Tout simplement. Après, c'est un choix de vie. Soit la France est morte, si c'est le cas, il faut partir. Il faut aller chercher la vie ailleurs, là où elle est. Je vous le dis tout de suite, moi, tous ceux que je vois revenir, même ultra diplômés, ils reviennent la queue entre les jambes, hein, pour 80% d'entre eux. Il y a 20% qui réussissent à l'étranger, le reste, la queue entre les jambes. Parce que la crise est mondiale. Et chacun doit prendre part, parce que, comme le disait le général de Gaulle d'ailleurs, à travers une certaine idée de la France, il y a une certaine idée de l'homme qui est derrière. Après, voilà, vous vous battrez pas. Hein. Donc c'est parce que finalement ce combat là, pour aller plus loin au fond des choses, c'est vraiment donc on peut dire un espèce de combat entre donc cet universalisme français qui est très propre à la nation française, presque au concept de nation justement, et ce système britannique, ce système anglo-saxon qui lui est justement étranger à la nation, c'est plutôt presque le royaume, la monarchie. Alors, ils ont un nationalisme, mais fondamentalement, ils ont un nationalisme, mais si vous voulez, regardez par exemple, les Français ont fait d'ailleurs une erreur conceptuelle énorme en faisant la Déclaration universelle des droits de l'homme. Enfin, la Déclaration des droits de l'homme, puis la Déclaration universelle des droits de l'homme qui arrive en 1948. Les Anglais ont fait le Bill of Rights, les droits du peuple anglais. Il y a si vous voulez, l'universalisme des anglo-saxons est avant tout un universalisme d'intérêt et commercial, pour une raison qui est simple, c'est que ce sont des nations qui ont toujours eu une avance technologique. Et quand vous avez une avance technologique et que vous faites un universalisme d'intérêt, donc le libre-échange, eh bien vous allez échanger de la nouvelle technologie contre de la verroterie. Et donc c'est ce que tu dis, c'est libre-échange. Et vous allez donc conquérir sans avoir besoin de tirer un coup de feu. C'est tout. Relisez un très bon bouquin qui s'appelle Hors des griffes de l'aigle. Comment le Canada a failli être bouffé par les États-Unis. D'ailleurs, il finira certainement par se faire avoir, malheureusement. Pour les anglo-saxons, c'est un mode de domination. Alors que les Français, et c'est été d'ailleurs leur erreur, d'un certain côté, parce que ça leur est beaucoup reproché, ont voulu déclarer des droits, alors que les droits sont une conquête très lente. La Révolution française a déclaré beaucoup de droits que le corps social n'était pas prêt à recevoir. Et donc ça a mis beaucoup de temps, ne serait-ce que l'élargissement du quorum de votants pour le suffrage universel. Ça a mis, jusqu'en 1944, quand même. Bon, or, fondamentalement, et on a fait la même chose vis-à-vis de l'humanité. Et ce faisant, on a fait naître beaucoup d'espoirs qu'on a déçus, parce que c'était hors de nos moyens matériels, et aussi parce que on pensait sincèrement, je pense, pouvoir apporter quelque chose à l'autre, alors et ce faisant, on a voulu lui retirer son visage d'autre. Et ça, c'est un des grands problèmes de l'universalisme. Ça, c'est toute l'œuvre d'un homme que j'aime beaucoup, qui est François Julien, qui est philosophe à partir de la Chine sur l'Europe. Ça c'est intellectuellement, c'est stimulant. Qui est grosso modo, il faut en finir avec l'universalisme facile. Il faut recréer l'universalisme français, à mon avis, à l'aune d'un auteur que j'aime beaucoup, qui est Claude Lévi-Strauss. C'est-à-dire regarder l'autre comme autre, et l'aimer pour ça, et pour l'aimer pour ça, il faut l'aimer à distance.
Parce que c'est la distance qui permet d'échanger sur la différence. Les hommes sont comme les hérissons. Quand vous les forcez à se rapprocher trop, ils piquent. Et ils se finissent par se foutre dessus. Et c'est là où les politiques de mixage forcé des populations qui sont très très loin d'un échange culturel ou interculturel intelligent et profitable pour les deux parties sont criminelles. Parce qu'elles ont avant tout pour but de créer sur l'ensemble des pays à pouvoir d'achat suffisant pour consommer le même type de déraciné qui fuit son vide d'existence par la surconsommation ou les anxiolytiques et qui lui finira mal psychologiquement pour une raison qui est très simple, c'est que la violence des déracinés est la pire. Parce que quand on vous a enlevé votre univers symbolique, par les accès de violence, vous pouvez tout détruire. Malheureusement, c'est l'un des risques devant nous. C'est vrai. Mais il ne faut pas oublier une chose, la France a toujours su retourner les armes qui ont été mises contre elle pour s'en sortir. Il y a un réveil quand même en France en plus. Quand même, Comment ? Il y a un réveil quand même des Français. Si tu vois, moi, si tu veux, déjà, je le vois par le soutien, parce que d'ailleurs, si certains me regardent, si certains qui m'ont envoyé des messages le regardent, je les remercie, parce que j'ai jamais pu les remercier publiquement. Ça m'a fait beaucoup de bien, ça fait beaucoup de bien à mes équipes, sans lesquelles j'aurais jamais pu monter tout ça. Mais évidemment, je vois les conférences pleines tous les lundis, je vois des gens de plus en plus jeunes, des gens à qui on l'a fait plus, quoi, mais même du RMI à l'ISF et de l'élève énarque jusqu'au mec qui est en bac pro. Donc si vous voulez, et ça, moi c'est ce que j'ai voulu créer. Parce qu'en France aujourd'hui, ces gens-là ne se fréquentent plus. Parce qu'on a fait en sorte qu'il n'y ait plus de lieux sociaux communs. Pour ça d'ailleurs qu'on a détruit les bistrots. Parce qu'avant au moins il y avait le zinc, avec tous les défauts du zinc. Mais au moins dans le zinc, le prof de fac pouvait croiser le chômeur et il pouvait autour d'un café ou d'une bière, qu'est-ce que t'en penses toi ? Ça n'existe plus déjà. Eh bien il faut refaire à partir de la base ce type de lieu-là. Et je vois les gens qui... Il faut dire ils sont allés tellement loin dans le constructivisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont de plus en plus loin dans on va réécrire votre pays, quoi. On va vous réécrire. Ils sont allés trop loin, beaucoup trop loin. Maintenant, ils ont la trouille et ils ont le mépris. Ensuite, il faut bien comprendre une chose. Il y a ceux comment je vais vous dire ça ? Si vous voulez, il faut bien comprendre que vis-à-vis du phénomène qui s'oppose à nous, la seule chose qui leur reste, c'est la trouille et le mépris. Le problème, c'est que plus ils nous envoient de mépris, plus on s'énerve, plus on leur fait peur, plus ça se sent, l'ambiance est lourde. Et maintenant, que ce soit l'Union Européenne ou notre si sémillant et sympathique Premier ministre, si sautillant, ça peut là très mal finir parce que... Justement, voilà. C'est marrant que tu dis ça parce qu'il y a eu une question très en rapport avec justement notre Premier ministre qui nous dit, oui, en 2017, c'est vrai, Valls, dans son discours de politique générale, il a annoncé son plan de remanier les régions. Est-ce que ce n'est pas l'accélération du projet d'Eurorégion, finalement ? Alors, il y a à la fois... Parce qu'il faut savoir une chose, Valls a deux réputations à conquérir au sein du Parti Socialiste pour faire autre chose que, je crois qu'il avait fait 5,6%, si mes souvenirs sont bons, comme on a des gens très au taquet. Sur les Googleurs. Je crois qu'il a fait 5,6% à la dernière. À la primaire socialiste. À la primaire socialiste. Pour qu'il soit éligible, il faut qu'il passe sous deux fourches codines. Premièrement, d'être un antiraciste sans tache, d'où l'affaire Dieudonné, du tout ça, et d'être un européiste sans tache. Et ça, l'européiste sans tache, il ne l'est pas encore parce que Valls a plutôt une culture d'atlantiste, pur, donc catalan, ce qui est assez normal. L'amitié franco-allemande, si vous voulez. Lui, avant tout, il est très atlantiste. Et aussi, il est obsédé par certains autres États, et entre autres, en tout cas de son propre aveu,
par l'État israélien, qui d'ailleurs, à mon avis, s'en serait bien passé de susciter l'obsession de ce type-là, parce qu'il ne se rend pas compte des effets que ça a, de l'entendre sortir ça, enfin, sur beaucoup de gens. Et fondamentalement, il doit conquérir sa réputation de bon Européen, et donc il faut l'euro-région, et à la fois l'euro-région, c'est-à-dire la région de plus en plus indépendante, qui va pouvoir avoir des facilités, parce que comment sont financées les régions majoritairement? Par dotation étatique. C'est l'État qui paye pour les régions. Et bien de plus en plus, on ira vers moins de dotation étatique et plus d'emprunts. Et ben voilà. Et après, on se terminera par des déficits en série. Et puis après, on va te dire que c'est interdit même les dotations étatiques, parce que c'est contre les banques, ça. Enfin, tu sais, avec les AGCS, ça s'appelle les fameux accords généraux de conversion des services, ou je sais plus quoi, là, enfin le truc de l'OMC. Tout à fait. Dans l'ancien protocole 4, je crois. Voilà, qui nous force à tout privatiser, parce que du coup, ils pourront dire, ah ben non, mais ça, c'est déloyal, moi, je suis une banque, je dois proposer de l'argent, mais l'État me concurrence. Oui, bien sûr. Ce qu'on explique là-dedans, la notion d'effet d'éviction. Ouais. Bon, voilà, si vous voulez que je vous dise. Et le problème, c'est que, évidemment, voilà, ça réglera rien. Mais ça, vous le savez, bon, ça c'est... Et notre 6 millions ministre de l'Intérieur, pour avoir cette réputation-là, à votre avis, sur qui il va taper? Je vous laisse deviner. Voilà, on prend les paris, comme on dit. Alors, on nous dit aussi, alors ça c'est Zach Mermarian, il dit, penses-tu comme Pierre Hillard que le fond de la politique est toujours religieux? Alors, fondamentalement, alors attention, parce que il y a le problème de ce qu'on appelle le théologico-politique. Ça, c'est un problème qui a été discuté dans l'Occident, c'est-à-dire, est-ce que quelles catégories intellectuelles viennent du fait religieux, se sécularisent dans le fait politique, etc., vu qu'à la base, est-ce que la notion de roi et la notion de prêtre ne se confondent pas, etc., etc. Or, il y a un arrière-fond. Il n'y a jamais de guerre de religion pure. Mais il y a des guerres à facteurs religieux, et ça, quasiment toutes l'ont eu. Parce que, tout simplement, ne serait-ce que l'engagement, par exemple, dans la guerre du Vietnam, l'engagement des bonzes. Facteur religieux de la guerre du Vietnam, qui était pourtant une guerre entre le communisme et en tout cas, c'est comme ça qu'on nous l'a vendu, et les Américains. Or, fondamentalement, il y a toujours un facteur religieux dans les conflits. Mais chaque type de communion humaine ou de religion gère son rapport au conflit. Je m'explique. Parce que là, on raisonne en monothéiste. Bon, c'est parce que c'est notre culture. Et je dis bien à titre personnel que pour moi, c'est une culture. Parce que moi, je ne suis rattaché à aucune des trois grandes religions. Donc, c'est simple. Mais il y a quand même 82% de la population mondiale qui vit en dehors d'Occident. Et c'est ça qu'il va falloir se mettre un jour dans la tête, et que eux ont un rapport au théologico-politique qui est différent. Que ce soit les bouddhistes, du petit véhicule, du grand véhicule, et le tout petit bouddhiste des Pansai Lama, les Shinto, les Confucéens. Et même le théologico-politique ne se pose pas de la même manière en Amérique latine qu'il se pose en Europe. Or, il y a un arrière-fond de religieux dans une part des conflits, mais fondamentalement, la religion n'est pas le facteur primordial des conflits, mais c'est un facteur qui n'est jamais absent. Voilà. Donc ça, c'est important. Alors, il y a encore une question un peu politique générale, mais je pense qu'on peut parler vite fait. Zarma, il dit, pensez-vous que le sionisme, la destinée manifeste et l'africanisme, donc en Afrique du Sud, sont tous deux les produits de l'impérialisme anglo-saxon? Alors, il y a un petit contresens quand même, parce que l'africanisme c'est pas des anglo-saxons. Il dit l'africanisme, parce que c'est descendants des Boers. Oui, c'est descendants des Boers. Et là, alors, il faut savoir que le théologico-politique anglo-saxon se pose de même manière en Hollande. Ah, c'est intéressant. Or, fondamentalement,
Nous, on va publier un ouvrage sur une histoire chrétienne de l'idée de progrès. Il y a un truc qui s'appelle Apocalypse du progrès de mon ami Pierre Delacôte. Il parle un peu de ça. Et fondamentalement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en réalité, c'est un phénomène assez universel dans les pays qui ont été marqués par le monothéisme, et particulièrement par le monothéisme chrétien, qui est la notion de chaque peuple a voulu à un moment prendre le récit biblique pour lui. Les Allemands au XIXe siècle, la France a une notion très particulière de ce point de vue-là, parce qu'elle n'a jamais eu la notion de peuple élu, elle a une notion de fille aînée de l'Église, qui est totalement différente. Mais chaque peuple l'a voulu, et à mon avis, les bourgs l'ont voulu, la destinée manifeste. Alors le sionisme, j'ai du mal à le raccrocher directement à ça, parce que... Alors il y a une trace de la culture britannique, parce que... l'un des premiers projets a été fait par le Lord Protector Cromwell. Donc il y a une trace certainement de culture puritaine dans les arrière-fonds des intellectuels qui ont pensé le sionisme. Mais elle est quand même, à mon avis, très légère. Et fondamentalement, oui, ce sont des produits d'impérialisme au sens où quand vous avez une situation de domination matérielle, vous essayez, tout comme on ne fait jamais de guerre pour les vraies raisons, de l'habiller d'un récit, pour une raison qui est très simple, c'est que une domination pure et brutale n'est jamais supportée. Une domination expliquée, vous domestiquez les populations. Simplement. C'est ce qui explique aussi, ça et le frigo vide, pourquoi les Français ne se révoltent pas. Parce qu'on leur a fait tout un récit. Regardez les Grecs, 43% d'augmentation de mortalité infantile en 6 ans. C'est-à-dire que maintenant, l'Europe tue les gosses. Je suis pas totalement certain que c'était ça le projet là-bas. Mais eh bien, ils se révoltent pas. Pourquoi ? Parce que tout un récit sur non, ce sera la guerre civile, vous n'avez pas les colonels, etc. On ne prend pas le pouvoir par la force, etc., etc. Les armes mentales. Sujet intéressant. Parce qu'on nous tient les peuples, alors oui, comment dire, il me dit, Zarma, oui, les Hollandais sont saxons, oui, je n'en doute pas, mon cher. Je voulais juste préciser qu'ils s'étaient quand même battus les uns contre les autres, entre les Boers et les Britanniques. Hein. Ça s'est quand même charclé pas mal en Afrique du Sud, pour le contrôle du territoire. Alors, Samuel, on me dit Attali, le Georges Frêche des mondialistes. C'est pas mal. Zach Mavarian qui nous dit ça. Seules 3 religions subsisteront dans les décennies à venir, à savoir l'islam, le protestantisme et l'hindouisme. Qu'en penses-tu ? Alors, je vois pas pourquoi le shintoïsme disparaîtrait, parce que même si le Japon perd 100 000 habitants par an, ils sont quand même 300 millions. Je ne vois pas pourquoi le confucianisme, et d'ailleurs c'est là où on voit qu'Attali, il y a un problème de culture chez ce type-là. Non, parce que quand vous allez, déjà, on ne peut pas mettre sur le même plan le protestantisme, l'islam et l'hindouisme pour une raison qui est toute simple, c'est que là il prend la définition de l'hindouisme du BJP, du Parti nationaliste hindou, parce que l'hindouisme en lui-même se mue avec les religions voisine. Je vais vous donner un exemple simple. Allez à Angkor, c'est magnifique Angkor. Bon, et d'accord, c'est le pays de ma femme, d'accord. Mais allez à Angkor. Vous verrez, il y a une salle pour Bouddha, une salle pour Shiva. Pourquoi ? Parce que en Asie, la religion du roi, c'est la religion du peuple. Le roi est Shiva, Shiva. Le roi est Bouddha, Bouddha. Toute l'histoire du Cambodge. Or, les deux religions, dans leur zone de frontalière, se sont mixées. Alors je veux bien savoir ce que M. Attali appelle l'hindouisme pur et dur, mis à part celui du BJP, du Parti nationaliste hindou, dont le principal aspirateur était quand même le national-socialisme allemand. Quant au protestantisme, déjà le protestantisme unique n'existe plus depuis longtemps, vu que ses racines intellectuelles luthériennes et calvinistes ont été liquidées aux États-Unis. Et entre l'anabaptiste, l'adventiste du 7e jour, le pentecôtiste et l'évangélique, c'est déjà des gens qui se détestent. Alors je ne sais pas qui va survivre entre tout ça, certainement les évangéliques parce qu'ils essaient le plus, mais fondamentalement c'est là où on voit... Vous voyez, c'est ça le raisonnement attalien.
c'est grosso modo, j'ai une idée à la con, c'est vraiment, j'ai une idée à la con, il faut que je vous la balance, quoi. Ce que je pense, c'est tellement intéressant qu'il faut, j'ai une connerie dans la tête, et c'est le mec qui se lève, qui va dans le coin de la pièce parce qu'il a envie de pisser. J'ai une connerie dans la tête, il faut vraiment que je prenne de ton oxygène et de ton temps de vie pour te la faire partager, parce que c'est quand même moi qui l'ai pondu. Voilà, il y a des gens qui ne comprennent pas la détestation profonde qu'ils font naître. Et ça, Attali, c'est toute son histoire. Et dire qu'il vient de l'autogestion gauchiste, comme quoi du gauchisme ça mène à tout. Attali, oui, un conseiller de Mitterrand à la base, on en rappelle, pour ceux qui ne savaient pas, qui était trop. Alors, on nous dit, tu penses quoi aussi des travaux de Lucien Cerise? Je ne sais pas si tu connais Lucien Cerise. Ah oui, Lucien Cerise, enfin, moi on s'est connus à une époque, vu que lui c'était un habitué du local d'égalité et réconciliation. Enfin, Lucien Cerise, c'est pas son nom, c'est pas celui qui se cache derrière le pseudonyme Lucien Cerise. Et c'est assez intéressant vu que c'est suite à une discussion qu'on a eue ensemble que ça m'intéressait énormément ce qu'il disait. Alors je lui ai dit tu devrais en faire une conférence. Et il en a fait un livre, donc je suis assez content. Je suis assez content pour lui. Voilà, c'est des choses intéressantes. Ensuite, c'est Tchakonine, quoi. C'est le viol des foules par la propagande de masse, c'est l'empire du management de Pierre Legendre, c'est des théories qui sont connues. Il a eu un grand mérite à mon sens, c'est qu'il les a synthétisées. Voilà. Voilà la réponse, mon cher Rogelio. Rogelio, il aime beaucoup ce que tu fais, en tout cas depuis tout à l'heure, il te laisse des messages élogieux, merci. Très élogieux. Il dit que tu feras partie de la France de demain, des grands personnages de la France de demain. Une France libérée, bien sûr, hein, parce que pas une France... de toute façon, c'est soit ça, soit ça va très mal finir pour nous. Parce que ils sont... Ah oui, non, et puis là, ils sont... Mais est-ce que tu crois, toi, à un effondrement économique total, c'est-à-dire, on se réveille, tu sais, le blackout le matin, c'est terminé, les banques sont fermées, au revoir... Non, ça... Parce que ça irait trop loin, là, tu penses, genre scénario argentin, tu vois ce que je veux dire? Alors, l'Argentine a mis 10 ans pour arriver là où elle n'était pas. 10 ans. Quand on coupe le peso et le dollar, l'Argentine tombe degré par degré par degré par degré. Je vais te le dire, nous dans Perspective Libre, moi j'ai interrogé personnellement Roberto Lavagna. Pour les gens aussi qui se demandent avec qui je traîne, voilà avec les gens avec qui je traîne. Hein, par exemple l'homme qui a sauvé l'Argentine. Voilà, c'est plutôt ça mon monde. Ouais. Voilà. Pas, je dis pas ça au sens les puissants. Je dis juste voilà, mon camp idéologique c'est plutôt. Voilà, moi ce qui m'intéresse c'est ces gens-là. C'est pas du tout les microcosmes d'extrême gauche ou d'extrême droite qui me. En 10 ans de carrière politique, dans 10 ans de militantisme politique, à être actif, à coller les affiches, j'ai croisé que ça, et sincèrement ça me saoule. Or, fondamentalement, j'ai interrogé Lavagna, ils l'ont flingué. Enfin, ils l'ont dit, il a été menacé par toute l'élite mondiale, et ça je vous demande d'écouter bien ça. Ils l'ont menacé, d'ailleurs il y a un Français qui s'est distingué dans la menace, Pascal Lamy, l'homme dont on attend le pire, on n'est jamais déçu, mais lui aussi, ils ont dit, vous allez voir, ils l'ont menacé même personnellement. Parce que Lavagna, c'est pas du tout un chaviste, hein, c'est pas un excité, c'est pas un excité au sens un fort de café, quoi. J'aurais absolument rien contre le chavisme, au contraire. Mais lui, c'est un bon centriste latino-américain. Il collectionne les pins, gentil. Et à un moment, il était ministre du Travail, il arrive et on lui dit, chef, pourquoi tu m'appelles chef? Le Premier ministre a pris le dernier hélicoptère de garde, il s'est barré. D'ailleurs, il est en Floride aujourd'hui, je crois. Après de longues vacances en Colombie. Bon, qu'est-ce qu'on fait, chef? Il m'a dit, on dévalue. Et là, ils l'ont tous menacé. Il a dévalué. Et pendant 10 ans, il a sauvé son pays. Et je veux dire deux choses. Il avait fait un plan de redressement financier dans lequel il estimait que si l'Argentine revenait sur les marchés, on ne lui prêterait pas pendant 6 mois. Et vous savez combien de temps ils ont attendu pour lui prêter? 3 jours. Les menaces des banquiers, voilà ce que ça pèse. Tigres de papier. Ce sont des affairistes. Ils cherchent de l'argent. Ils peuvent nous menacer avec l'armée de qui? Et aujourd'hui, si des fonds vautours s'attaquent 10 ans plus tard à l'Argentine, c'est parce qu'ils sont soutenus par l'État américain. Sinon, ils iraient se faire voir. Parce que
s'ils veulent réellement nous faire régresser, eh ben on va régresser jusqu'au bout. Le fondement du fait politique n'est pas c'est là où je ne suis pas schmittien pour ma part. Schmitt dit que le politique, c'est la détermination de l'ennemi. Ça, je pense que c'est l'acte 2 du politique. Comme le dit très bien Pierre Legendre, l'acte 1, c'est la signification de la mort. On est politique, on a le pouvoir à partir du moment où on peut dire à quelqu'un « je peux te tuer », c'est horrible, mais c'est la fondation de Rome, Romulus et Rémus. Et fondamentalement, ces gens-là n'ont pas d'armée, ce sont des gens qui sont lâches. Et face aux États, parce que les États se sont persuadés de leur faiblesse, le problème c'est que s'ils veulent réellement être face à l'archaïsme, au sens, l'archaïque c'est ce qui est le permanent du fait politique, eh bien très bien, ils l'auront voulu. Ils ont des coups à prendre dans cette affaire-là. C'est pour ça que menacer des États, ils sont forts en gueule, mais voilà, ils sont du niveau des gens auxquels ils demandent de leur écrire des discours. Alain Minc, Attali, pardonnez-moi, ça ne m'impressionne pas. C'est-à-dire que même, par exemple, on peut imaginer un renversement politique en France, un nouveau président qui arrive, qui dit, bon ben voilà, c'est le retour aux France, c'est terminé, on sort de l'Union Européenne, un peu ce que veut Asselineau et d'autres, c'est-à-dire c'est terminé. Toi, comment tu vois le scénario? Parce que ça, il y a certaines personnes qui m'ont évoqué l'idée en me disant, mais il y aurait des attaques contre la France financière qui seraient terribles. Alors là, sincèrement, parce que si vous voulez, j'estime que c'est peut-être l'une des seules qualités qu'on peut me prêter, parce que si j'ai si mauvaise réputation par rapport à ce qu'on m'envoie, c'est qu'au moins, moi, je pique pas les travaux des autres. Celui qui a, à mon avis, vu le pire scénario de la sortie de l'euro, vous avez deux trucs qui se tiennent très bien. La conférence de Xavier Dupré, qui m'a fait le plaisir de venir la présenter chez moi vers la fin de l'Union Européenne, et ça c'est le côté noir, c'est-à-dire si on est attaqué, qu'est-ce qu'on fait? Et de l'autre côté, vous avez la note Sapir-Murer, qui est vraiment le document de travail. Voilà, c'est Jacques Sapir, quoi. Autrement dit, c'est le plus grand d'entre nous, quand même. Et Philippe Murer, c'est quelqu'un de très bien. C'est un ami. Et fondamentalement, quand vous êtes face à ces deux scénarios, c'est très simple. Si nous sommes attaqués, et la seule chose, c'est le timing. Contrôle d'échange, contrôle des prix, contrôle des capitaux. Et ça doit être une affaire de quelques heures. Et ça doit être une affaire de quelques heures. C'est-à-dire, techniquement, on a les moyens en plus. Bien sûr. Alors par contre, je vais vous faire une confidence. Moi, j'avais été en face, une expérience traumatisante d'ailleurs, de Jean-François Copé. C'est-à-dire, grosso modo, vous êtes en haut des chutes du Niagara et vous voyez le vide, et vous dites il y a de la place. Et c'est la même expérience. Puis à un moment, il demande fébrile à quelqu'un, et puis à la sortie de l'euro, ils sont fait, voilà, et un de mes camarades, économiste, dont je te donnerai le nom si ça te fait rien, lui dit contrôle d'échange, contrôle des prix. C'est quoi un contrôle des prix? C'est contrôler les prix. Ah, bon. Je pensais qu'on leur apprenait ça à l'ENA. Non. Alors, il faut savoir, c'est grâce à Bruxelles qu'on a plus de contrôle des prix. Merci, monsieur Delors. Mais il y a des hommes dont on attend le pire. Hein. Mais fondamentalement, voilà, c'est tout. On en a tout à fait les moyens. La seule chose, c'est qu'il faudra une équipe de hauts fonctionnaires capable de le faire. C'est tout. Oui, voilà, et surtout, un politique qui ait le sens du kéros, donc le sens du bon moment pour le faire, et surtout qui tienne, parce qu'il va avoir toute la planète financière contre lui, parce que l'Islande sort, ça c'est pas grave. En montant, la France sort. Comme le dit très bien Frédéric Lordon, qui est quelqu'un dont j'aime beaucoup les travaux, tout le système financier mondial, si la France sort de l'euro, t'as ramassé à la pelle au petit balai. Et ça, ils le savent. Écoute, sur ces paroles, parce que je vois que l'heure avance, donc merci Pierre-Yves d'être venu sur Méta TV. Ils ont particulièrement apprécié, je te le dis, parce que je vois beaucoup de messages d'encouragement. Merci, super intéressant. Il y en a même qui disent qu'ils vont revoir l'émission
elle n'est pas encore en ligne. Alors, donc, Anicette de Niveau Paume, voilà, Baptistov, Zarma, Nicolas Dulotte, BHL Express, Kimazouf, Erwan 06, Samwang, bien évidemment, Sainte Quenelle, Baudricourt, 6 millions, alors 6 millions, il dit que je dis jamais son nom et qu'il est là depuis des mois. Et ben 6 millions, je sais que tu es là, mon cher Ali, Brauzek, Razien, Libertad, voilà, Malababs évidemment, Erenui, Jakov, Ushisha, il y a énormément de nouveaux, Schnapp, Mantas, évidemment, Alice Bach. Ah, tu as vu une question? Non, j'ai vu quelque chose, je me serais trompé sur le nombre de japonais. Ah oui, 120 millions, oui, il y a quelqu'un qui a rectifié. J'ai confondu avec le nombre de... Je pense au nombre de shintoïstes, parce que le shintoïsme est un peu au-delà du Japon. Un peu au-delà du Japon, d'accord. Donc oui, il y a quelqu'un qui a rectifié. Mais ils perdent à peu près 100 000 habitants, par an. Un peu comme l'Allemagne aussi, alors c'est ça aussi. Ouais, à peu de choses près, ouais. D'accord. Bon, bah, bientôt plus de japonais, plus d'allemands. On sera tranquille. Non, mais les japonais ils mettront encore longtemps. Et puis d'un côté, le Japon est un pays qui peut... C'est un pays qui a déjà vécu des chocs extraordinairement lourds. Et ils ont peut-être pas fini de nous étonner. Je le pense. Alors que l'Allemagne, son hiver démographique, qui va de pair d'ailleurs avec son agressivité, ouais. Je pense que ce sera peut-être la dernière fois qu'ils feront ce coup-là. Par contre, j'espère que dans la chute qui va être mécaniquement la leur par rapport à un fait démographique, j'espère qu'ils n'auront pas la tentation du lemming de nous entraîner avec eux. C'est ma grande peur. J'espère bien qu'ils ne vont pas nous entraîner avec eux. En tout cas, merci et big up à vous tous sur le chat. Voilà, Sibillon, il dit bord de rire, j'ai rien dit et tout. Mais non, mon cher Sibillon, c'est parce que j'avais vu que tu t'es dit, je te boycotte, il paraît à chaque fois dans les dédicaces. Mais non, pas du tout. Et en fait, j'en profite pour passer une petite dédicace aussi à Jean Crésus de la Radio Vra, parce qu'il était venu ici dans une revue de presse la semaine dernière. Et suite à cette émission, il a été arrêté par la police en Côte d'Ivoire, parce que vous savez très bien que la Côte d'Ivoire n'est pas un parangon de démocratie comme on veut bien vous le faire croire à France 24, mais un État dictatorial et totalitaire du régime de Dramane Ouattara. Et son implication à nos côtés lui a fait valoir des ennuis, puisqu'il a été interrogé par la police. Bon, là, il a été libéré, il est quand même sain et sauf, donc on en profite pour lui passer une dédicace. Et il est toujours motivé pour faire les revues de presse, donc voilà, mais quand même qu'il fasse bien attention à lui, en tout cas à Abidjan, et on lui passe un grand bonjour de là-bas et soutien total évidemment pour cette petite altercation qui, j'espère, ne sera que passagère. Voilà, demain, on se retrouve, on m'a demandé c'était qui. Demain, c'est Norman Palma. Ça tombe bien. Voilà, comme ça, il y aura une bonne connexion et je pense que ça va vous plaire aussi. En plus, voilà, vous avez vachement apprécié ce soir. Vous apprécierez, je pense, demain, parce que vous savez très bien que si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. À vous, la régie.